Mes affaires jetées dehors, je suis expulsée par mon père qui me traite de vampire financier. Ma sœur m'humilie devant les voisins. En silence, je charge ma voiture, puis lance une menace glaçante à ma famille avant de fuir. 15 jours après, leur appel désespéré s'accumule, un étrange revirement. Je m'appelle Nora Dubois. J'ai 32 ans et pendant longtemps, j'ai cru comprendre à quoi ressemblait l'humiliation. Je pensais que c'était d'être rabaissé à table, d'être blâmé pour des factures qui n'étaient jamais vraiment les tiennes, d'être traité comme un fardeau dans la même maison qui dépendait de toi pour tout. Je me trompais. La vraie humiliation, c'était de me retrouver dans mon propre allée après un long service dans un restaurant ouvert 24h24 en périphérie de Lyon et de voir toute ma vie étalée sur la pelouse comme si elle avait été débarrassée pour la collecte des ordures. Mes chaussures de travail étaient dans le parterre de fleurs. Mon manteau d'hiver était à moitié sous la boîte aux lettres. Une de mes boîtes de rangement s'était fissurée dans l'herbe et de vieilles photographies absorbaient la rosée du soir, face contre terre dans la saleté. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu mon père debout sous le lampadaire du porche, son téléphone levé, me filmant comme si c'était une leçon. Ma mère était derrière lui, les bras serrés. Ma sœur a poussé un de mes sacs assez fort pour l'envoyer dans la rue et a ri comme si elle avait attendu toute la semaine un siège au premier rang. Mon père a alors dit, assez fort pour que les voisins d'en face l'entendent, que j'avais 32 ans, que je drainais la famille, et qu'il voulait que je parte sur le champ. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je ne leur ai pas donné la scène qu'ils attendaient. J'ai chargé chaque chose, jusqu'à la dernière, dans ma voiture, j'ai fermé le coffre, je suis retournée vers le porche et j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Je leur ai dit que j'espérais qu'ils dormiraient bien cette nuit-là car un jour, ils ne dormiraient plus du tout. 15 jours plus tard, mon téléphone avait 36 messages. Avant de vous raconter pourquoi, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Je ne suis pas allée chez un ami. Je ne me suis pas non plus arrêtée quelque part pour m'effondrer. J'ai pris 3 sorties d'autoroute vers le sud, me suis garée derrière un motel de longue durée hors de la ville, et je suis restée là, les 2 mains verrouillées sur le volant, jusqu'à ce que les tremblements de mes bras ralentissent enfin. Ma poitrine me faisait mal. Mon visage était chaud. Mais le plus étrange, c'était ce sentiment froid et constant en dessous de tout cela. Comme si quelque chose en moi avait cessé de supplier ma famille de devenir des gens qu'ils n'avaient jamais vraiment été. Quand j'ai attrapé mon téléphone, j'ai réalisé qu'il avait enregistré une partie de ce qui s'était passé par accident pendant que je fourrais mes affaires dans la voiture. Je l'ai rejoué là, dans l'obscurité. Mon père hurlant, ma sœur riant, ma mère disant que j'avais cherché ça. Je l'ai écouté 1 fois, puis 2, puis 3. Pas parce que j'aimais ça, mais parce que je savais exactement comment fonctionnaient les familles comme la mienne. Le lendemain matin, ce serait un malentendu. La semaine suivante, on m'appellerait dramatique. À Noël, il raconterait à tout le monde que j'étais partie sans aucune raison. Alors j'ai sauvegardé le fichier, pris des captures d'écran des premiers appels manqués qui s'accumulaient déjà, et j'ai créé un dossier sur mon téléphone appelé « Quand il commence à mentir ». Cette première chambre m'a coûté plus que je ne pouvais confortablement me le permettre. La lumière de la salle de bain clignotait. Le couvre-lit sentait la lessive qui tentait de masquer la fumée de cigarettes. J'ai mangé des crackers d'un distributeur automatique et je me suis assise au bord du matelas, portant toujours mon uniforme de serveuse, fixant le mur pendant que mon téléphone continuait de s'allumer encore et encore. Mon père exigeait de savoir où j'étais. Ma mère disait que j'étais instable. Ma sœur a envoyé un message disant bonne chance pour payer tout toute seule maintenant. Je n'ai répondu à aucun. Au lieu de cela, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance pour me dire la vérité sans la déguiser. Masson Dubois. 2 ans plus tôt, il était entré au restaurant après un appel de nuit éprouvant, toujours en uniforme, l'air d'avoir dormi 1 semaine. Il est devenu un habitué après cela. Pas de façon romantique et flirteuse. Juste stable, observateur. Le genre de personne qui remarque quand quelqu'un tient à peine le coup et ne le force pas à faire semblant du contraire. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai dit exactement ce qui s'était passé. Je n'ai protégé personne. Je n'ai adouci aucun mot.
Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, puis m'a posé une question. Si ce soir, il t'appelle en pleurant, est-ce que tu retourneras? J'ai regardé autour de moi dans cette petite chambre de motel horrible et je me suis surprise de la rapidité de ma réponse. Non. Bien, a-t-il dit, alors arrête de traiter ça comme un combat qui doit encore être résolu. Tu n'es pas parti d'une maison aimante. Tu es parti d'un système qui ne fonctionnait que parce que tu continuais à le laisser t'utiliser. Ça a eu plus d'impact que tout le reste. Parce qu'une fois qu'il l'a dit, je ne pouvais plus l'ignorer. Pendant des années, j'avais payé la moitié des courses quand ma mère manquait d'argent. Je lui rappelais les ordonnances. Je gérais les mots de passe des plateformes de streaming, les avis d'assurance, les commandes en ligne, les créneaux de livraison, les alertes de paiement tardif. Toutes ces choses ennuyeuses et invisibles qui faisaient fonctionner cette maison. C'est moi qui me souvenais de ce dont tout le monde avait besoin avant même de le demander. Et pourtant, j'étais toujours le fardeau. Vers 2 heures du matin, j'ai ouvert ma galerie de photos et j'ai commencé à supprimer les photos de famille. Anniversaire, barbecue, matin de Noël. Tous ces petits mensonges souriants. Au moment où je me suis enfin couchée, j'avais une règle et je me la répétais jusqu'à ce que j'y croie. Je ne retournerai jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une raideur à la nuque, 83 € de moins sur mon compte en banque, et la première pensée claire que j'avais pu finir depuis des années. Ils ne m'ont pas mise dehors parce que j'étais faible. Ils m'ont mise dehors parce qu'ils pensaient que je reviendrais en rampant. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas le faire. Au cours des 3 jours suivants, j'ai travaillé comme quelqu'un qui essaie d'échapper à un incendie. J'ai pris un service supplémentaire au petit déjeuner au restaurant, puis je suis restée tard un soir quand une des filles de l'université n'est pas venue. Mes pieds me faisaient tellement mal à la fin que j'ai dû m'asseoir dans ma voiture pendant 10 minutes avant de pouvoir conduire. Mais la douleur semblait presque utile. Elle me rappelait que j'avançais. Elle me rappelait que je n'étais pas de retour dans cette maison. J'écoutais les portes des placards claquer où j'attendais que quelqu'un décide que je l'avais encore déçu. Ma responsable l'a remarqué avant que je ne dise quoi que ce soit. Rosa Alvarez gérait ce restaurant plus longtemps que je n'étais en vie, et elle avait une façon de regarder les gens qui rendaient les mensonges inutiles. Le 2e matin après mon départ, elle m'a glissé une tasse de café devant moi avant l'ouverture et m'a dit « Tu as l'air de quelqu'un qui soit s'est libéré, soit s'est fait démolir. » Lequel est-ce? J'ai laissé échapper un rire qui sonnait plus fatigué qu'amusant. Puis je lui ai dit assez de vérité pour que le reste soit évident. Pas tout. Juste que j'étais sortie de la maison, que je logeais dans un motel, que j'essayais de rester discrète, et que je réfléchissais à ce qui venait ensuite. Elle a écouté sans interrompre, a essuyé le comptoir, puis a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Tu sais que l'hôpital près de la route de Miller a un de ses programmes de formation pour techniciens en soins aux patients, n'est-ce pas? Admission continue. Il manque toujours de personnel. Tu restes calme quand tout le monde commence à s'affoler. Ça compte plus qu'on ne le pense. Je l'ai regardé. 3 ans plus tôt, j'avais envisagé un programme similaire et j'avais laissé tomber après que mon père ait passé un mois à faire des blagues sur le fait que je ne finissais jamais rien de sérieux. Je m'étais dit que c'était mauvais timing, trop cher, trop compliqué. Debout émet un léger son dans mon tablier de serveuse avec des bouteilles de sirop alignées derrière moi, j'ai soudainement réalisé combien de ma vie avait été retardée par quelqu'un d'autre qui qualifiait mon ambition de peu réaliste. Cet après-midi-là, Mason m'a rencontré dans un café près de l'autoroute. Il avait son pantalon de pompier rangé à l'arrière de son camion et avait l'air d'avoir peu dormi lui aussi, mais sa voix était stable comme toujours. Il a sorti un grand bloc jaune et a écrit 3 mots en lettres capitales. Logement, formation, limite. C'est tout, a-t-il dit. Ce sont tes priorités. Pas te défendre. Pas surveiller leurs humeurs. Pas écrire de longs messages essayant d'expliquer ce qu'ils savent déjà. J'ai regardé la liste pendant un moment. C'était si simple que ça me mettait presque en colère. Parce que toute ma vie, chaque crise dans cette maison était accompagnée de 10 détours émotionnels. Il n'y avait jamais aimé un léger son juste un problème. Il y avait le problème, puis la culpabilité, puis la réécriture, puis la culpabilité partielle,
puis la réécriture, puis la partie où on attendait de moi que je règle les sentiments des gens qui l'avaient causé. Mason coupait tout ça comme si c'était de la fumée. J'ai donc commencé par le logement. Le soir suivant, j'ai trouvé un appartement en sous-sol à louer à Kettering, appartenant à une enseignante à la retraite, Judith Harper. L'endroit était petit mais propre, avec une entrée privée, 2 fenêtres étroites près du plafond et une petite kitchenette qui semblait plus ancienne que moi. Elle m'a demandé si je fumais, si j'avais des animaux, et si je payais à temps. C'était tout. Pas de questions indiscrètes. Pas de fausses sympathies. Pas de pêche aux détails familiaux. Juste des conditions, des clés, et une dignité tranquille qui me donnait plus envie de pleurer que la cruauté jamais. J'ai utilisé une partie de mon prochain salaire et la quasi-totalité de mes économies restantes pour la caution. Puis j'ai acheté un matelas d'occasion sur Facebook Marketplace à une femme à Beaver Creek qui m'a aidé à le charger dans ma voiture avec la gentillesse que les étrangers donnent quand ils n'ont pas besoin de raison. Cette nuit-là, de retour au motel, j'ai changé mon contact d'urgence de ma mère à Mason. C'était un simple tapotement sur un écran. Rien de dramatique. Mais j'ai eu l'impression de couper le dernier fil encore attaché à cette maison. Pour la première fois depuis que j'étais partie, je pouvais voir le contour d'une vie qui m'appartenait. Elle était petite. Elle était fragile. Elle sentait le savon de motel, le café de station-service et le tissu d'occasion. Mais elle était mienne. Et pendant que je construisais enfin quelque chose de réel, ma famille restait assise dans cette maison à se dire que je reviendrais. La deuxième vie est devenue difficile. Ils n'avaient toujours pas compris la chose la plus dangereuse qui s'était passée le soir où mon père a jeté mes affaires sur la pelouse. Ce n'était pas que je sois partie. C'était que j'avais commencé à penser clairement une fois que je l'avais fait. J'ai emménagé dans l'appartement en sous-sol de Judith Harper à la fin de cette semaine-là avec 2 sacs de sport, un matelas d'occasion, une chaise pliante, et une seule casserole que j'avais presque oublié d'emporter. L'endroit sentait légèrement le vieux livre et le nettoyant au citron. Il n'y avait pas de cris à travers les murs. Pas de télévision diffusée bruyamment depuis le salon comme un signal d'alarme. Pas de pas au-dessus de ma tête qui faisait se crisper mon estomac avant même que je sache qui était en colère. La première nuit, je me suis assise en tailleur par terre avec un plat de Hello Mine en vente à emporter posé sur mon genou et j'ai écouté le genre de silence que je n'avais jamais eu dans la maison de mes parents. Pas le silence chargé avant une dispute. Pas le silence fin et faux après. Le vrai silence. Celui qui permet à ton corps de se souvenir qu'il a le droit de se détendre. Mon téléphone a vibré pendant que je mangeais. Puis il a vibré encore. Puis encore. Je l'ai pris et j'ai prescrit. Mon père voulait savoir si j'avais toujours le login du compte d'utilité. Ma mère a demandé si j'avais déplacé le dossier avec ses informations d'assurance. Ma sœur a envoyé un message disant « Tu connais le mot de passe pour les services de streaming parce que rien ne marche et papa est impossible à gérer. » J'ai fixé l'écran pendant un long moment, non pas parce que j'étais blessée, mais parce que soudainement tout semblait embarrassant d'évidence. Il ne me manquait pas. Mon travail leur manquait. Les systèmes invisibles que je maintenais en vie leur manquaient pendant qu'ils me traitaient de poids mort. C'est cette nuit-là que la dernière part de confusion m'a quitté. Je n'avais jamais été le fardeau dans cette maison. J'avais été le bureau d'arrière-salle. L'assistante non payée. La planificatrice non payée. La réparatrice non payée. La partie de la machine que personne ne remarquait jusqu'à ce qu'elle s'arrête de fonctionner. Au cours des jours suivants, les messages continuaient d'arriver et chacun d'eux les dénonçait. Ma mère voulait savoir qui renouvelait habituellement ses ordonnances en ligne parce que l'application de la pharmacie ne la laissait pas entrer. Ma sœur a demandé si j'avais pensé à programmer sa vidange d'huile parce que le petit voyant s'était allumé dans sa voiture. Mon père a envoyé 3 SMS séparés concernant un avis de retard de la compagnie d'Internet, comme si l'univers lui-même était devenu moins organisé à la seconde où il m'avait mise dehors. Pas une excuse. Pas une vraie question sur où je dormais, si j'avais assez d'argent, ou si j'étais en sécurité. Juste de l'inconvénient. Juste de la demande. Juste le même vieux système familial essayant de me joindre par mon téléphone pour me remettre au travail. J'ai commencé à laisser les messages non lus.
Pas par dépit. Par clarté. Chaque réponse m'aurait ramené dans le rôle qu'ils avaient construit pour moi. Chaque réponse leur aurait dit que j'étais toujours disponible pour être utilisée. Judith a remarqué une partie de cela sans être indiscrète. Elle arrosait les fleurs près des marches latérales un soir quand elle m'a demandé si les personnes qui m'envoyaient des messages étaient les mêmes qui m'avaient fait avoir besoin d'un appartement en sous-sol en premier lieu. J'ai dit oui. Elle a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Puis elle m'a dit qu'une de ses amies habitait non loin de mon ancien quartier et avait mentionné avoir entendu que mon père montrait à des gens une vidéo de la nuit où il m'avait mise à la porte. Il a dû penser que cela prouvait une sorte de point. Mais d'après son ami, cela ne tombait pas comme il l'attendait. Les gens demandaient pourquoi un homme adulte filmerait sa fille debout dans la cour pendant que ses affaires étaient déversées sur l'herbe. Les gens disaient qu'il avait l'air cruel. Je n'ai pas dit grand-chose après cela. Mais plus tard dans la nuit, je me suis assise sur le bord de mon matelas et j'ai laissé cela s'installer. Mon père avait toujours compté sur le bruit pour contrôler une pièce. Il comptait être plus fort, plus dur, plus certain. Il comptait que tout le monde s'adapte autour de lui. Mais la cruauté publique est risquée. Parfois, la foule n'applaudit pas. Parfois, elle vous regarde différemment après. Cette pensée est restée avec moi. Il en est allé de même pour autre chose. La vengeance. Du moins, celle qui dure ne ressemble pas toujours à crier en retour. Parfois, elle ressemble à l'absence. Parfois, elle ressemble à laisser les gens ressentir tout le poids de tout ce que vous portiez pour eux. Parfois, elle ressemble à un silence si complet que tout ce qu'ils peuvent entendre est le son de leur propre vie qui s'écroule sans que vous soyez là pour la maintenir ensemble. Et plus il m'envoyait de messages, plus je comprenais que le silence faisait déjà exactement ce dont j'avais besoin. Au 15e jour, les fissures dans cette maison n'étaient plus assez petites pour être cachées derrière des excuses. Elles étaient devenues du bruit. Du vrai bruit. Celui qui se répand dans l'allée, dans la rue, dans les conversations d'autres personnes, que la famille le veuille ou non. Je le savais avant même de vérifier mon téléphone ce soir-là. Je venais de rentrer d'un service tardif, j'avais retiré mes chaussures et je m'étais assise sur le bord de mon matelas quand l'écran s'est allumé une fois. Puis une autre. Puis une autre. Jusqu'à ce que toute la pièce clignote toutes les quelques secondes comme un avertissement de tempête. Quand je l'ai enfin pris, il y avait 36 messages qui m'attendaient. 36. Pas sur une semaine. Pas répartis poliment tout au long de la journée. Tous empilés dans une seule explosion laide, comme si tout le monde dans cette maison avait soudainement réalisé en même temps que je ne reviendrais pas pour les sauver de ce qu'ils avaient fait. Mon père avait envoyé le premier juste après 11 heures. Où es-tu? Puis un autre. Réponds-moi tout de suite. Puis un autre exigeant de savoir si j'avais changé des paramètres de compte avant de partir. Comme si j'avais passé mon exil à comploter contre leur forfait câble au lieu d'essayer de reconstruire ma vie. Les messages de ma sœur sont arrivés ensuite et pour une fois, même elle ne semblait pas suffisante. Papa est vraiment paniqué. Maman pleure encore. Ça devient dingue. Puis à 3h22 du matin, ma mère m'a envoyé la phrase qui m'a presque fait rire à voix haute dans ce petit appartement en sous-sol silencieux. Il faut que ça s'arrête maintenant. Rappelle-moi immédiatement. Il faut que ça s'arrête. Comme si j'étais celle qui avait mis tout cela en mouvement. Comme si mon silence était d'une certaine manière plus violent que de jeter la vie d'une fille sur la pelouse avec un public qui regarde. J'ai continué à faire défiler. Frais de retard. Rappel manqué. Une dispute avec la compagnie d'Internet parce que personne ne pouvait répondre aux questions de sécurité. Ma mère a manqué son rendez-vous de suivi parce qu'elle ne savait pas où étaient stockées les informations de connexion. Ma sœur furieuse à propos de son assurance auto parce qu'elle avait ignoré l'avis de renouvellement jusqu'à ce qu'il y ait une pénalité. Et émet un léger son sous tout cela, courant comme un fil sous tension à travers chaque message, il y avait de la panique. Pas du chagrin. Pas de remords. De la panique. Le genre de panique que ressentent les gens quand la personne qu'ils traitaient comme une infrastructure invisible disparaît et que soudain, tous les petits systèmes qu'ils se moquaient deviennent nécessaires. Plus tôt dans la soirée,
une des serveuses du restaurant m'a dit qu'elle avait entendu par sa cousine qui connaissait quelqu'un dans mon ancien quartier. La vidéo que mon père avait filmée cette nuit-là avait fait le tour plus loin qu'il ne l'avait prévu. Pas viral. Rien de dramatique comme ça. Juste assez loin. Assez loin pour atteindre les dames de l'église, les femmes d'ouvriers, les voisins avec des Porsche et des opinions. Le genre de chaîne locale qui peut tranquillement ruiner l'image d'un homme sans jamais dire son nom trop fort. L'histoire n'était plus celle d'une fille parasite qui se fait expulser. C'était celle d'un père qui a jeté les affaires de sa fille adulte dans la cour et l'a filmée pendant qu'elle nettoyait le désordre. Et le pire pour lui, je le soupçonnais, c'est que les gens ne le regardaient pas avec peur. Ils le regardaient avec jugement. Il n'y a rien que les hommes comme mon père détestent plus que de devenir plus petits aux yeux des autres. Enfoui au milieu de tous ces messages se trouvait celui qui est resté avec moi. Il n'arrive pas à dormir. C'était de ma sœur. Et c'était la seule chose honnête qu'elle m'avait envoyée depuis que je suis partie. Je me suis assise là, fixant ces 3 mots pendant un long moment. Pas parce que j'avais pitié de lui. Parce que je me souvenais exactement de son assurance ce soir-là sous le lampadaire. Comment il était sûr, fier de sa propre cruauté. Les hommes comme lui pensent toujours que les conséquences appartiennent aux autres. Émet un léger son, il pense que la rage brûle fort et vite, puis disparaît le matin. Il pense que tout le monde est censé se réveiller et passer à autre chose. Mais la honte ne fonctionne pas comme ça. La honte revient. Elle s'installe dans les murs. Elle apparaît à 3 heures du matin quand la maison est calme et qu'il n'y a plus personne à blâmer que soi-même. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai posé mon téléphone face contre table à côté de moi et j'ai écouté le silence du sous-sol de Judith. Les tuyaux qui bourdonnaient doucement dans les murs. Ma propre respiration qui ralentissait. Quelque part en ville, ma famille apprenait ce que c'était que de vivre dans le chaos qu'ils avaient l'habitude de me refiler. Et pour la première fois depuis que j'ai pris la route, j'ai su avec une certitude absolue que leur pire nuit n'avait pas commencé quand je suis partie. Elle avait commencé quand ils ont réalisé que je le pensais vraiment. La première fois que j'ai répondu à mon père après mon départ, j'étais en pause au restaurant, assise dans ma voiture avec une tasse de café froid dans le porte-gobelet et mon tablier encore noué autour de ma taille. Son nom est apparu à l'écran juste après midi. Et pendant une seconde, tout mon corps a réagi avant mon esprit. Mes épaules se sont tendues. Mon estomac s'est serré. Ce vieux réflexe est revenu si vite qu'il m'a presque mise en colère. Mais la colère était utile maintenant. Elle me tenait éveillée. Elle m'empêchait de retomber dans la version de moi-même qui répondait à la première sonnerie et s'excusait avant même de savoir ce que j'avais soi-disant fait de mal. Alors, avant de décrocher, j'ai ouvert l'enregistreur vocal sur mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. Puis j'ai répondu avec un seul mot. Quoi ? Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé où j'étais ni si j'allais bien. Il a directement adopté le même ton qu'il avait utilisé sur la pelouse. Seulement, il y avait maintenant quelque chose de plus rude en dessous. Ta mère est un désastre. Ta sœur est impossible. Les voisins parlent. Les factures ne sont pas payées. C'en est assez. Je me suis penchée en arrière sur le siège et je l'ai laissé parler. Il a listé chaque problème de cette maison comme si je les avais causés en partant au lieu de les exposer en refusant de continuer à les porter. Il a dit que j'étais égoïste. Il a dit que je rendais les choses plus difficiles exprès. Il a dit que les filles décentes ne disparaissaient pas quand leur famille était sous pression. Cette partie m'a presque fait rire. La pression familiale, dans le langage de mon père, signifiait toujours que quelqu'un d'autre devait lui faciliter la vie. Puis il a dit la chose autour de laquelle il tournait depuis le début. Si tu ne rentres pas à la maison et que tu n'aides pas à régler ça, je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de fille tu es. J'ai regardé par le pare-brise le parking du restaurant, la station-service de l'autre côté de la route, une femme poussant une poussette vers le dépanneur. Et quelque chose en moi s'est complètement immobilisé. La voilà. Pas de l'inquiétude. Pas de regret. La réputation. Le contrôle. Le chantage déguisé en valeur familiale. Tu veux dire la fille que tu as jetée sur la pelouse en la filmant, ai-je dit.
Il s'est tu si vite que j'ai presque cru que la ligne avait coupé. Puis il est revenu, plus méchant, plus bas. Tu te crois très intelligente là. Tu crois que les gens te remplissent la tête de bêtises. Non, ai-je dit. Je crois que j'entends mes propres pensées pour la première fois depuis des années. Il a commencé à hausser émet un léger son la voix, mais je l'ai interrompu avant qu'il ne prenne de l'élan. Et juste pour être clair, j'enregistre aussi cet appel. Le silence qui a suivi était net et dur. Je pouvais presque l'entendre décider si la rage fonctionnait encore quand quelqu'un n'avait plus peur d'elle. Il a raccroché sans un mot de plus. Je suis restée assise là une seconde, mon téléphone toujours dans la main, puis j'ai laissé échapper un rire si aigu qu'il m'a surprise moi-même. Pas parce que c'était drôle. Parce que le tour avait enfin cessé de fonctionner. J'ai envoyé le fichier audio dans le même dossier que l'enregistrement de la pelouse, puis je suis retournée à l'intérieur et j'ai terminé mon service comme si ma vie ne changeait pas d'heure en heure. Émet un léger son le soir même, juste avant la fermeture, Rosa m'a appelé au bureau et m'a dit que l'hôpital avait pris contact. Le programme de technicien en soins aux patients avait examiné ma candidature. Il voulait un entretien. Accéléré parce qu'il manquait de personnel et parce que quelqu'un du côté de l'hôpital avait apprécié mon historique de travail et mes références. Rosa a souri en disant cela. Comme si elle attendait que je croie que j'avais ma place quelque part de plus grand que la survie. J'aurais dû pleurer. Au lieu de cela, j'ai senti cette douce chaleur se répandre dans ma poitrine. La même semaine où mon père perdait le sommeil parce que j'avais arrêté de gérer sa maison, je me dirigeais enfin vers un avenir qu'il avait passé des années à m'entraîner à douter. Quand je suis rentrée chez Judith Harper cette nuit-là, sa lumière de porche était allumée. Elle était debout près des marches latérales avec un gilet et un arrosoir à la main et une expression sur le visage qui me disait que quelque chose s'était déjà passé. « Ton père est passé », a-t-elle dit. Calme comme la météo. Mon pouls a bondi, mais elle a levé une main avant que je ne puisse parler. Je ne l'ai pas fait entrer. Je lui ai dit que s'il voulait faire du cinéma, il pouvait le faire sur le trottoir où tout le monde pourrait entendre. Je l'ai regardée. Elle a haussé légèrement les épaules et m'a tendu un papier plié avec son numéro de téléphone. Comme s'il avait d'une certaine manière supposé que j'avais complètement égaré l'homme. Puis elle a dit la seule chose que je ne savais pas avoir besoin d'entendre. Les hommes comme ça ne deviennent que plus bruyants quand ils réalisent que plus personne ne leur obéit. J'ai regardé vers la rue sombre. Vers le petit quartier tranquille qui m'avait donné plus de dignité en une semaine que ma propre famille en des années. Émet un léger son et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû apprendre beaucoup plus tôt. Mon père ne sombrait pas parce qu'il m'aimait et m'avait perdu. Il sombrait parce qu'il sentait le contrôle lui échapper. Et 2 nuits plus tard, il allait revenir en personne et découvrir à quel point il avait complètement disparu. 2 nuits plus tard, il est revenu juste après le coucher du soleil. J'ai vu son camion d'abord, garé de travers le long du trottoir devant la maison de Judith Harper, comme s'il croyait encore que chaque morceau de sol près de moi lui appartenait par défaut. Puis il y a eu le coup. Fort. Sec. Assez familier pour que tout mon corps se tende avant même d'atteindre la porte. Pendant une seconde, j'étais de retour sur cette pelouse, la lumière du porche dans les yeux et ma vie éparpillée dans l'herbe. Puis j'ai regardé autour de moi dans le petit appartement en sous-sol que j'avais payé moi-même. Le matelas d'occasion, la chaise pliante, le comptoir ébréché près de l'évier. Rien dans cette pièce n'était impressionnant, mais chaque centimètre carré était à moi. J'ai ouvert la porte avec la chaîne encore en place. Mon père avait l'air pire qu'au téléphone. Ses yeux étaient rouges. Sa mâchoire était tendue. Il portait la même veste de travail que le soir où il m'avait mise dehors. Et d'une certaine manière, cela le faisait paraître encore plus petit. « Nous devons parler » a-t-il dit. « Nous parlons » ai-je dit. Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule dans l'appartement, absorbant sa petitesse. Probablement en attendant que je ressente de la honte. Je ne l'ai pas fait. « Ta mère est en morceaux » a-t-il dit. « Ta sœur pleure tous les jours. C'en est assez. »« Tu m'as mise dehors » ai-je dit. « Tu l'as filmé. » Son visage s'est contracté. Il a déplacé son poids et a essayé un ton plus doux qui sonnait faux dans sa bouche.
J'essayais de te faire tenir sur tes 2 pieds. J'ai failli rire. C'était la réécriture. C'est ainsi que les hommes comme lui nettoyaient leur propre brutalité dans leur tête. Ils mettaient le feu, puis l'appelaient motivation. Je suis sur mes 2 pieds, ai-je dit. C'est ce que tu ne supportes pas. Il m'a regardé pendant une longue seconde et j'ai vu que cela le frappait tout d'un coup. L'ancienne version de moi aurait entendu mère et sœur et famille et aurait immédiatement commencé à négocier avec moi-même. Cette version ne cherchait plus son approbation. Alors il a lâché l'acte. Tu me fais passer pour un monstre, a-t-il dit. C'était tout. Pas, j'ai eu tort. Pas, je suis désolé. Pas, je n'aurais pas dû faire ça. Juste ça. Tu me fais passer pour un monstre. J'ai ri en plein visage. Je ne te fais pas passer pour quoi que ce soit, ai-je dit. Tu l'as fait toi-même. Il est devenu rouge. Puis est venue la vieille phrase. Celle que les parents comme lui utilisent toujours quand la vérité les accule. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis rapproché un peu de la porte. Tu veux dire après tout ce que j'ai fait pour toi? Aimer un léger son qui est resté à la maison pour les livraisons? Qui a suivi les factures? Qui a géré les rendez-vous de maman? Qui s'est souvenu des mots de passe? Qui a payé les courses quand la carte a été refusée? Qui a fait fonctionner toute cette maison pendant que tu m'appelais poids mort? Il n'a pas répondu parce qu'il ne pouvait pas. Le silence entre nous semblait plus grand que la cour dans laquelle il m'avait jeté. Puis il a dit à voix basse, méchamment, et avec l'intention de blesser. Les familles ne survivent pas à des filles comme toi. Peut-être voulait-il dire des filles qui arrêtent d'obéir. Des filles qui se souviennent de ce qui s'est réellement passé. Des filles qui ont cessé de se soucier du poids de tous les autres et qui refusent toujours de disparaître de l'histoire. Je ne sais pas. Mais je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, alors peut-être que la famille que tu as construite ne devrait pas survivre comme ça. Il a réellement tressailli. Juste à ce moment-là, la lumière du porche de Judith s'est allumée à l'étage et quelque part de l'autre côté de la rue, un rideau a bougé. Bien. Qu'ils entendent. Qu'ils entendent tous. Il a tendu une main vers l'écart dans la porte comme s'il pouvait encore me ramener par simple habitude, mais je me suis reculée et j'ai dit, pars. Maintenant. Il m'a regardé une seconde de plus, respirant fort, et je lui ai donné le dernier morceau d'une voix si calme qu'elle m'a surprise moi-même. Si tu reviens ici, je jouerai les enregistrements pour quiconque est assez prêt pour écouter. Cela a mis fin à la conversation. Il s'est retourné, est retourné à son camion et est parti trop vite, ses pneus raclant le trottoir en sortant. J'ai verrouillé la porte, je me suis appuyée contre elle et je suis restée là à respirer jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Émet un léger son 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré. Judith. Fière de toi. Aussi, il a failli renverser ma poubelle de recyclage. Ce qui me dit que la conversation ne s'est pas passée comme il l'avait prévu. J'ai ri cette fois pour de vrai. 2 jours plus tard, je me tenais sous une tente blanche au centre communautaire de Montgomery, portant un uniforme bleu marine et un badge en plastique avec mon nom. Mon entretien s'était bien passé. Mieux que bien. L'hôpital voulait que j'intègre le programme de technicien en soins aux patients avec la plupart de la formation sponsorisée si je m'engageais à rester. Je n'avais même pas encore commencé et je me sentais déjà plus respectée là-bas que je ne l'avais été dans ma propre maison depuis des années. Ce matin-là, j'aidais les gens à s'inscrire pour des contrôles de tension artérielle et des dépistages de glycémie, je montrais aux couples plus âgés où aller, je calmais un petit garçon qui avait peur du poste de piqûre au doigt. Et je répondais aux questions des gens qui me regardaient comme si j'avais ma place exactement là où j'étais. Vers midi, je les ai vus à travers le parc. Ma mère d'abord. Puis ma sœur portant des assiettes en papier des tables de pique-nique. Puis mon père. Debout rigide à côté d'eux, faisant semblant de ne pas me voir. Quelques voisins de notre ancien bloc étaient là aussi, se déplaçant entre les stands. Parlant de cette façon locale décontractée qui ne reste jamais longtemps décontractée. Une femme que je reconnaissais d'en face est venue directement vers moi et m'a dit, « Nora, je n'avais aucune idée que tu travaillais dans les soins de santé maintenant. C'est merveilleux. Merveilleux.
Mot drôle compte tenu de la dernière fois qu'elle m'avait vue, mon manteau était dans le parterre de fleurs et mon père filmait. Une autre femme m'a demandé s'il était vrai que j'avais été acceptée dans le programme de formation et avant que je ne puisse répondre, un membre du personnel de l'hôpital à côté de moi a souri et a dit « Elle l'a mérité. Nous avons de la chance de la voir. » J'ai vu mon père entendre ça. Je sais qu'il l'a entendu. Parce que son expression a changé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas vraiment de l'embarras. C'était quelque chose de plus plat. Le regard d'un homme réalisant que l'histoire qu'il racontait à propos de quelqu'un ne correspondait plus en public. Ma sœur est venue la première. Pour une fois, elle n'avait pas cette pointe d'arrogance dans la voix. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. « Tu peux parler ?» ai-je dit. Elle a regardé en arrière vers nos parents et a baissé la voix. « Tout est devenu fou depuis que tu es parti. Il crie tout le temps maintenant. Maman n'arrête pas de pleurer. Les gens continuent de poser des questions. Je n'ai rien dit. » Puis elle m'a regardé avec des yeux humides et a dit la chose la plus proche de la vérité que j'avais entendue d'elle depuis des années. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Tu as donné un coup de pied à mon sac dans la rue, ai-je dit. Elle a dégluti difficilement. Je sais. Tu as ri. Son visage s'est effondré là. Je sais. Je croyais qu'elle le pensait. Mais croire et pardonner ne sont pas la même chose. Tu n'as pas le droit de m'appeler ta sœur uniquement quand la maison devient assez moche pour que tu aies besoin de quelqu'un d'autre pour te tenir devant, ai-je dit. La laideur était là avant que je parte. Tu n'étais juste pas celle qui la portait. Puis ma mère s'est approchée, cassante et nerveuse, regardant autour d'elle comme si la honte pouvait l'avoir des yeux. S'il te plaît, a-t-elle dit doucement, pas ici. J'ai failli sourire. Tu es arrivé ici, ai-je dit. Tout. Elle a regardé mon badge, mon presse-papier, mes collègues, et quelque chose dans son visage s'est effondré. Peut-être était-ce de la honte. Peut-être était-ce du chagrin. Peut-être était-ce juste la première véritable compréhension que j'avais construit quelque chose au-delà d'eux. Puis mon père a finalement traversé l'herbe. Pas de cri cette fois. Pas de performance. Il s'est arrêté à quelques mètres et a dit, « Tu as l'air occupé. » Je le suis, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois et a jeté un coup d'œil aux gens autour de nous. Le stand, la file de résidents attendant d'être enregistrés, le personnel qui me saluait par mon nom. Pour la première fois de ma vie, il n'avait plus de script utile. Alors je lui ai donné la vérité aussi clairement que possible. Je ne reviens pas. Je n'endosserai plus ce rôle. Quoi qu'il se soit passé après mon départ, ce n'est pas quelque chose que je vous ai fait. C'est ce qui était déjà là quand j'ai cessé de m'en soucier. Ma mère a pleuré doucement. Ma sœur s'est essuyé le visage. Mon père est resté là, la mâchoire serrée, les yeux fatigués, et n'a rien dit parce qu'il n'y avait plus rien à dire qui ne le rendrait pas plus petit. Puis j'ai ajouté la seule miséricorde que j'avais en moi. Peut-être qu'un jour nous parlerons à nouveau, mais si ce jour arrive, ce ne sera pas parce que vous avez besoin que je sois utile. Ce sera parce que vous aurez finalement appris à me traiter comme si j'avais de l'importance, même quand je ne vous facilite pas la vie. Puis une des infirmières a appelé mon nom de la table voisine et je me suis retournée au travail. C'était la fin qu'ils ont eue. Pas des retrouvailles. Pas un effondrement dramatique en larmes. Juste moi choisissant ma propre vie devant eux pendant qu'ils restaient là, comprenant, peut-être pour la première fois, qu'ils n'étaient plus le centre de celle-ci. Plus tard, quand la foire se démontait et que le parc commençait à se vider, je me suis tenue à côté de ma voiture et j'ai ouvert l'enregistrement de la nuit sur la pelouse. La voix de mon père. Le rire de ma sœur. Ma mère ne chantait presque rien du tout. J'ai écouté quelques secondes, puis je l'ai supprimé. Pas parce qu'il méritait cette gentillesse, mais parce que je n'avais plus besoin de la preuve. La vérité avait déjà fait son travail. Mon père avait appris que la cruauté ne devient pas de l'autorité juste parce qu'on l'a dit fort. Ma sœur avait appris que se joindre ne rend pas innocent. Ma mère avait appris que le silence au milieu du mauvais traitement est toujours un choix. Et j'ai appris quelque chose de plus dur que tout cela. Parfois
partir n'est pas une trahison. Parfois, c'est la première chose honnête que l'on fait pour soi-même. L'amour qui ne se manifeste que lorsque l'on reste petit, silencieux et utile n'est pas de l'amour. C'est du contrôle portant un visage de famille. Et si partir est la seule chose qui force enfin les gens à voir ce qu'ils sont sans que vous les portiez, alors partir n'est pas cruel.